Armel Vrak, comme ils disent à la télé russe. Oui, c'est ça. Alors, petite précision, c'était pas à ski, vous l'avez tous vu, c'était à vélo. Et c'était un vélo un peu spécial, non? On a vu, enfin, il n'avait pas l'air comme un vélo habituel. C'est un fat bike. Alors, les fat bikes qu'on trouve plus à la montagne, ou au Canada, de très large, sous-gonflé, un peu comme le principe des tracteurs, qui peuvent aller sur tous les terrains meubles, que ce soit neige ou sable. Et en plus, celui-ci était surdimensionné, beaucoup plus long, fait pour le voyage, et fabriqué par un artisan français. C'est plutôt rare, je le souligne. Alors, c'était à quelle époque que tu as fait ce voyage? Ce voyage-là, c'est... À quelle époque de l'année? Oui, c'était juste au moment des fêtes de Noël chez nous. Je suis parti le 26, et puis je suis revenu en France le 30 janvier. Donc, à savoir que le Noël orthodoxe en Russie est le 7 janvier, donc à partir du 6 soir. Donc tu as passé Noël sur le fleuve gelé. Alors j'étais hébergé ce soir-là. C'était une très belle rencontre. C'était le pêcheur qu'on voit un petit peu là, avec qui je fais la journée de pêche. Le vieux pêcheur. C'est ça, en l'occurrence, c'était la veille de Noël. Et donc on a passé la soirée ensemble pour le Noël. Avez-vous des questions? En quelle année? 2018. Enfin, je suis parti en 2017 et j'ai fini en 2018, pardon. Comment ça s'est passé pour les visas? Facilement. En fait, c'est pas que j'ai triché, c'est que dans le cadre de mon activité professionnelle, j'ai eu à me rendre en Russie. C'est d'ailleurs comme ça que j'ai connu la région. J'y étais allé pour le professionnel, et puis je m'étais dit qu'il fallait que je retourne dans la région pour voir un peu comment les gens vivaient, parce que ça m'avait un petit peu intrigué. Et puis donc l'idée était venue comme ça, et pour le visa, j'ai réutilisé le cheminement professionnel, ce qui m'a grandement facilité les choses, puisque j'avais automatiquement la lettre d'autorisation et un visa de 3 mois. C'est pour ça que je dis facilement. Comment a eu l'idée d'aller faire du vélo sur un fleuve? Ouais, donc comme je disais, j'avais connu la région par le côté professionnel. Après, j'aurais pu y aller. À chaque Russe que j'ai pu croiser m'ont dit: mais pourquoi tu ne viens pas l'été? Il fait beau, il fait chaud. Parce qu'il ne faut pas croire, ils ont froid aussi, ils n'aiment pas l'hiver. Et je le dis brièvement dans l'interview, mais il y a énormément de moustiques pendant l'été. Et les moustiques et moi, nous sommes amis, enfin eux surtout, lui-même. Donc j'avais dit non, c'est pas possible. Et puis en réfléchissant avec l'hiver, c'est un peu le froid, j'aime bien aussi. Je m'étais dit, j'avais commencé à réfléchir à ce que je pouvais faire l'hiver, et puis l'idée finalement de prendre le fleuve comme route pour aller à la rencontre de la population, puisque c'est la plupart c'est les grandes villes, les petits villages sont vraiment sur le fleuve. Pour moi, c'était le meilleur moyen d'aller vers les rencontres. Donc ça, c'était le premier cheminement. Ensuite, l'idée du vélo, j'avais envie versus le ski par exemple, c'est que j'avais envie d'être vu. Je voulais pas passer inaperçu, et justement pour les rencontres. Je savais très bien que, ne parlant pas russe, finalement pas, je savais très bien qu'avec le vélo, ça allait intriguer les personnes que j'allais croiser et qu'on allait avoir des échanges, ce qui a très bien marché. À la fin du film, tu dis que quand ton aventure s'arrête, tu dis qu'à la fois tu es content de rentrer chez toi, mais que tu es aussi un peu frustré de n'avoir pas pu continuer cette aventure. Est-ce que tu t'étais fixé un temps bien délimité? Est-ce que c'était par rapport aux provisions que tu as emportées, ou pourquoi en fait tu l'as arrêté? Basiquement, mon employeur m'avait fixé un temps délimité. Voilà, c'était les vacances. Et malgré qu'il m'avait aidé, on m'avait laissé des jours supplémentaires, mais j'avais dans l'idée de descendre tout le fleuve, remonter vers le nord, toute la partie russe du fleuve, à savoir que le fleuve Amour c'est 4600 et quelques kilomètres. L'idée là c'était d'en parcourir 1200 à peu près. Je me suis arrêté à environ 500 km, donc il reste quelques kilomètres à faire, et je voulais vraiment atteindre la mer, un petit peu plus haut. Et d'ailleurs c'est pas fini, il y aura un épisode 2 pour atteindre la mer justement. Et donc oui, ce que je disais, j'étais déçu, c'est pas vraiment de la déception, parce que quand j'ai créé le projet, j'avais en tête d'arriver jusqu'au bout. Après, j'avais jamais testé la progression à vélo, sur le fleuve, avec la Poulka, ça s'avérait beaucoup plus lent que prévu.
Après, il y a plusieurs personnes qui en parlent, hein, des films que j'ai pu voir. Ben, il faut s'adapter. On parlait d'adapter tout à l'heure de territoire, on parlait du voyage là, des deux personnes aussi durant la nuit où il y avait beaucoup d'adaptations. Ben, c'était aussi là, le voyage de savoir s'adapter. Donc, j'étais pas parti pour faire un chrono ou faire des records de kilomètres, j'étais parti pour aller à la rencontre des populations, me faire plaisir, et c'est ce que j'ai fait. D'autres questions? Oui. Pour ce que tu filmais, tu avais des batteries qui rechargeaient comment? Alors au niveau des batteries et des rechargements des batteries, comment ça se passait? Alors pour les batteries, alors j'avais pris, pour filmer, hein, j'avais une petite caméra, je ne vais pas citer la marque, c'est laquelle que c'est. Et puis j'avais pris tout un tas de batteries qui étaient continuellement sur moi. J'avais un réflexe aussi, et puis d'autres appareils électroniques, notamment j'avais pas le téléphone satellite, mais une balise satellite qui me permettait d'envoyer des SMS aussi. Et puis un téléphone normal, et puis un GPS, enfin bref, tout un tas de choses. Et je les avais constamment sur moi, en tout cas les batteries. Et puis appareil électronique de petite taille pour les garder à température ambiante, si bien que j'avais une sorte de gilet là, de pêcheur ou de photographe, je sais pas trop, avec plein de poches partout. Et je dormais avec, c'était tout le temps avec. Il faisait près de 3-4 kilos ce gilet. Et puis comme dans le film précédent de nos deux aventurières qui sont parties en Laponie, qui elles étaient parties à peu près à la même époque que toi et qui ont connu la nuit polaire, il n'y a pas de nuit polaire là à ce niveau, à cette latitude en Sibérie? Non. Alors ce qui est intéressant, c'est que la latitude, parce tout est gelé, tout est blanc de neige, on a l'impression que c'est très haut dans le nord, mais finalement on est à la latitude de Paris. Grosso modo, ça reviendrait, pour aller, le départ serait un petit peu plus au sud de Paris, mais légèrement, et pour arriver jusqu'à la mer, donc les 1000 km de voyage, on va dire qu'on arrive à Hambourg. Et c'est une thématique d'ailleurs que j'essaie de relancer dans mon deuxième voyage, parce que c'est intéressant de voir que, en plus avec le réchauffement climatique, mais que dans notre zone tempérée, en France, en Europe du Nord, grâce notamment au Gulf Stream, on n'a pas du tout les effets de l'hiver comme on peut y avoir de l'autre côté de l'Atlantique, Québec ou en Russie, et que ça fait partie des hypothèses. Alors je ne suis pas scientifique, hein, il y en a beaucoup des hypothèses parce que je pense qu'on ne sait pas ce qui se passera, mais que le Gulf Stream ça s'affaiblisse et qu'un jour on puisse faire la Seine du Havre et puis remonter jusqu'à Paris en fatback par exemple. Donc c'est une thématique assez intéressante que j'essaie de développer là sur les rencontres que je peux avoir. Sur la Seine gelée? Oui, enfin, sommes-nous prêts à avoir un hiver très très froid, puis des étés très très chauds? Alors, les étés, je crois qu'on est prêts, mais c'est l'hiver qui sera plus rude. Ça veut dire que là-bas, il fera Pardon? plus froid que vous avez été en Sibérie. Là, alors les températures où j'étais, il fait... Alors, ah oui, on ne le voit pas, j'ai des photos assez intéressantes où les thermomètres vont de moins 50 à plus 50. Donc c'est très froid l'hiver, très chaud l'été. L'année là où j'y suis allé, 2018, je le dis je crois au début du film, j'ai été surpris, enfin aussi mais moi plus parce que j'avais des vêtements pour moins 30, il faisait que moins 10 au départ, donc j'avais pas très chaud, tout est relatif, mais trop chaud. Et après la température est revenue à peu près à la normale, mais toute fin décembre, il faisait moins 10, qui est plutôt anormal dans cette région. Et le fleuve commence à geler à quelle période à peu près? Commence à geler à partir de novembre. Après, pour qu'il y ait l'épaisseur suffisante, il faut compter décembre, toute fin décembre. Enfin, normalement. Et puis après, il ne fondra qu'à partir de mars. Dans ton film, à un moment, tu dis que tu ne sens plus tes doigts de pied. Oui. As-tu pu éviter les gelures? Oui, je les ai retrouvés. Alors, c'est vrai que je suis resté quelques jours sans les sentir. Hein. C'était vraiment l'extrémité. Quand on dit pas les sentir, hein, c'est que vous prenez peu importe quoi, une fourchette, parce que si vous touchez avec votre doigt, vous ne savez pas trop si vous les sentez, puisque vous avez la sensation avec les doigts. Donc vous prenez quelque chose qui n'a pas de rapport avec le tactile et vous essayez de voir si vous sentez quelque chose. Donc pendant
quelques jours, je ne les sentais plus, et puis après, c'est revenu tout doucement. J'ai eu une fourmi au pied pendant un mois, puis voilà. Est-ce qu'il y a des rencontres animales aussi? Il y a les hommes, bien sûr, mais est-ce que vous avez vu des... Alors, dans les rencontres animales, c'était assez intéressant. Enfin, j'en ai pas vu. Sauf un renard, mais qui avait tellement peur et qui était très loin, il partait en courant, et des chiens, on l'a vu. Mais j'étais susceptible de rencontrer le tigre de Sibérie, parce que toute la majeure partie de mon parcours, sauf, on va dire, les 100 derniers kilomètres, c'est sur son territoire. Forcément, les ours qui se réveillent, ça arrive, et puis les loups. Mais du coup, moi, j'ai rencontré aucun de ces prédateurs, parce que je pense que ça aurait pu être vraiment des prédateurs dans les conditions. Un ours qui se réveille en hiver, il vaut mieux pas le rencontrer, c'est qu'il a faim, en général. Un tigre, j'avais essayé de lire des bouquins, etc. C'était ma crainte de tous les soirs. Hein. Quand on s'endort, en fait, on se met dans le duvet et on sait très bien que s'il y avait... Je remarque que ça pourrait être un prédateur humain aussi, entre parenthèses. Hein. Les hommes sont parfois rudes aussi. Et on est dans le duvet et on sait très bien que s'il se passe quelque chose, on pourra, le temps d'attraper la fermeture des dessins, c'est trop tard, quoi. Et c'était ma petite crainte de tous les soirs. Elle durait, je crois, 3 minutes parce qu'on est très fatigué, aussitôt on s'endort, mais puis on se réveille, il fait jour et on repart. Mais j'y pensais vraiment tous les soirs à me dire, mais en plus on entend les chiens qui aboient, donc on se demande s'ils aboient parce qu'ils vous sentent, si c'est parce qu'ils sentent autre chose. Enfin, bref, bon, puis il y a une routine qui se fait. Et puis voilà, mais j'en ai pas rencontré. Je m'étais dit que c'était quasiment impossible. Malgré tout, j'ai des amis donc, avec qui je restais en contact, qui via Instagram ont publié là, le mois de janvier dernier, un endroit où je suis passé. C'était sur la route notamment. Ils s'arrêtent avec leur voiture, ils passent et c'est un tigre qui est en train de traverser la route. Donc tout est possible. Du coup, on le voit bien sur la neige, le tigre de Sibérie. Ouais. Puis ça sent de très très loin. Je prends à 100 à 50 km, c'est capable de vous sentir. Est-ce que les pêcheurs que vous avez rencontrés étaient également chasseurs? Oui, il était également chasseur. Alors, j'ai pas vu ce qui... on est resté vraiment... alors en plus, je le dis, mon russe était très très limité entre bonjour, au revoir, merci... je sais quelques expressions communes, on va dire. Donc on a beaucoup parlé, surtout eux. Je leur ai pas beaucoup posé de questions. Donc on a parlé de choses assez étonnantes, hein. Je parle pas russe, mais cet aspect, comment dire, notre capacité cognitive, alors je ne rentrerai pas dans les détails, mais enfin du cerveau humain à s'adapter à la situation. Je reviens sur l'adaptation, mais ils m'ont parlé, je le redis, de la Seconde Guerre mondiale qui leur tient à cœur. Le fameux pêcheur là, qui avait quelqu'un qui de sa famille qui a très longtemps qui était tireur d'élite pendant la Seconde Guerre mondiale. On a parlé de Napoléon, on a parlé de religion, les orthodoxes, la religion catholique. Donc voilà, il y avait vraiment des échanges très très forts, malgré que je ne parle pas russe. C'est la dernière question. Batterie, oui. Lithium. Voilà. Merci beaucoup, Armand. Merci à vous tous.